Chers amis, bonjour, Hanouka Sameach, on se retrouve pour les passions d'un Hébreu ces dernières semaines. Vous le savez, je travaille un peu sur les contraires, les opposés. On a parlé de Hegel, le philosophe de la dialectique de l'histoire. Il avait utilisé le célèbre exemple de maître et de serviteur. L'idée étant de dire que maître est une entité qui ne pouvait être définie ou décrite qu'à travers un concept qui a la signification opposée, le serviteur. Eh bien, nous allons parler de Karl Marx, qui lui s'est intéressé, bien entendu, à Hegel. Il l'appelait le puissant penseur. Il a adopté sa dialectique, mais l'a également modifiée et complétée à sa manière. Si Hegel traitait de l'esprit, discutait de ses divers aspects et soutenait que la forme la plus élevée est Dieu, reflétée dans les diverses religions, Marx, lui, s'est prononcé, comme vous le savez, contre Dieu et contre la religion. Il a soutenu qu'il s'agissait d'illusions créées pour l'homme, par l'homme, et devait être dissipé afin de se concentrer sur la découverte de la vérité à travers l'étude de l'histoire. L'abolition de la religion en tant que ce qui crée le bonheur illusoire pour les gens est la demande de leur vrai bonheur. Écrit Marx ajoutant, la tâche de l'histoire, une fois que l'autre monde de vérité sera dissous, celui de la religion et de Dieu, eh bien sera d'établir la vérité de ce monde. C'est un changement important qui a conduit Marx à changer également l'historicisme de Hegel. Au lieu d'un historicisme qui se concentrait sur l'esprit, comme la force motrice de l'histoire à travers la loi dialectique de l'univers, Marx va lui se concentrer sur l'économie. Pour être précis, il croyait que les opposés dialectiques qui animent l'histoire existent en raison de l'implication des êtres humains dans l'environnement matériel et en raison des circonstances matérielles dans lesquelles ils se trouvent, en particulier leur désir de créer un environnement matériel qui permettra leur existence continue. De ces contingences physiques émergent les idées qui agissent sur le développement de l'histoire, que l'homme crée et non Dieu ou l'esprit selon Hegel. En d'autres termes, son but était d'examiner l'histoire de la société d'un point de vue économico-matériel et de découvrir les opposés essentiels qui la motivent. Cette approche, qui est une interprétation matérialiste de l'histoire, a donné à la dialectique marxiste le surnom de matérialisme dialectique. L'opposition marxiste à la foi et au ciel n'est pas une mince affaire. Si nous la regardons d'un point de vue dialectique, on peut dire que ce qui transforme la société laïque en foi, c'est l'athéisme. Ce qui est opposé en Orient au Bouddha et à l'idée du céleste s'appelle un démon, et selon les religions occidentales, ce qui est contraire à Dieu, c'est Satan. Puisque la dialectique est le critère par lequel Marx va examiner la société et l'histoire, il n'est pas exagéré d'utiliser cette même dialectique pour examiner sa théorie matérialiste également. Bien que Marx ait changé la philosophie de Hegel, comme je le disais, il a également maintenu une idée centrale dans sa conception dialectique qu'une des caractéristiques importantes du progrès de l'histoire se trouve dans les conflits, dans les luttes. Il a réfléchi au sujet avec son fameux partenaire Friedrich Engels, en écrivant le célèbre Manifeste communiste. Engels écrivait en 1890, c'est ainsi que l'histoire a été menée jusqu'à présent, dans un processus naturel et en fait soumise aux mêmes lois du mouvement, c'est-à-dire de ce mouvement dialectique. Au cœur des conflits de l'histoire, ont soutenu Marx et Engels, se trouvent les tensions extrêmes résultant des relations inégales entre les classes supérieures et inférieures, qui sont elles-mêmes une expression de variables opposées dans l'histoire. L'inégalité de classe peut prendre de nombreuses formes, mais elle est généralement liée à l'accès à l'argent qui définit la classe. À travers la lutte des classes, l'histoire progresse et change, déclarait
nos deux larrons. Ceux qui appartiennent à la classe souffrante attaquent les privilèges de ceux d'en haut, et ceux d'en haut, les privilégiés, essaient de défendre leur position. Marx a donc soutenu que cette lutte est généralement visible. Par exemple, un soulèvement de paysans ou d'esclaves, mais il peut aussi prendre une forme de l'ombre, une forme secrète, comme des conflits politiques ou religieux dans lesquels l'actualité obscurcit la question réelle et fondamentale qui est la résistance de classe. En tout cas, ce n'est que dans des conditions de tension qui menacent de perturber la structure socio-économique que la société, selon eux, progresse et se développe. Lorsque Marx et Engels ont écrit dans le manifeste communiste que l'histoire de toutes les sociétés existantes jusqu'à présent est une histoire de lutte de classe, ils ont non seulement décrit des événements dramatiques de l'histoire, mais ils soulignent un processus dialectique qui lui seul fait progresser l'histoire. Bien sûr, personne ne se serait plaint si le marxisme s'était arrêté ici. Ce n'est peut-être pas agréable à entendre, mais les classes sociales sont en effet une caractéristique constante du monde à travers l'histoire. Que Marx et Engels le veuillent ou non. Platon en avait déjà parlé. Malgré tout, nous pouvons débattre de cette vérité, affirmant que les luttes de classe sont le principal facteur du mouvement de l'histoire. Le problème est que la théorie marxiste ne s'est pas contentée d'étudier l'histoire ou d'observer passivement les situations existantes. Son objectif sera de prendre des mesures actives pour façonner la connaissance et l'histoire. Marx a vu un lien entre ce que les Grecs appelaient praxis ou action et théorie ou pensée. C'est la manière marxiste de vérifier la théorie. Autrement dit, si une caractéristique importante du progrès de l'histoire est le conflit et la lutte, le marxisme ne va pas se contenter simplement de les identifier, de reconnaître leur importance, mais fixer plutôt une démarche activiste, manifestante, qui devra être prise pour soutenir cette démarche et même produire cette démarche. C'est le propos activiste dont je parlais. En 1845, Marx écrivit que les philosophes ont interprété le monde de différentes manières. Mais lui décide que le but est de changer le monde. La question était de savoir comment Marx voulait-il changer ce monde et vers où et quoi voulait-il le mener. Question intéressante. Ici entre en jeu un autre trait dialectique du marxisme que Marx a appelé aliénation, du mot alien qui veut dire étranger. Hegel pensait que la société évoluait sur un axe positif dans une direction ascendante, dans le sens de l'intégrité de la raison. Marx, lui, a décrit l'axe du progrès historique de la même manière, d'une société primitive à une société en évolution, et de là vers une nouvelle société censée émerger, qui devra être le summum du développement, quelque chose qui ne se produira que lorsque l'humanité apprendra à contrôler son propre destin. Vous voyez la différence avec Hegel. Le début primitif dans lequel les gens et les sociétés apparaissent, Marx et Engels les nomment communauté primitive ou communisme primitif. De telles sociétés n'avaient pas encore de classe, la propriété n'existait pas foncièrement, autre qu'autour d'un certain nombre d'effets personnels. Il n'y avait aucun gouvernement, aucun État officiel. Les bases économiques et sociales reposaient sur la chasse et l'agriculture primitive. Ce n'est qu'au cours de l'étape suivante que la civilisation apparaîtra et des classes, des castes naîtront. En Chine, en Inde, en Égypte, en Grèce, en Afrique, partout où la civilisation est apparue, différentes castes ont immédiatement émergé. La propriété est devenue un enjeu social important. L'agriculture s'y développe, tout comme le commerce. Mais progressivement, l'humanité perd de son unité et de son intégrité.
Entendez, le travailleur a été séparé du produit qu'il fabriquait lui-même, qui est maintenant contrôlé par le contremaître ou l'entreprise, et il est lui-même devenu une sorte de propriété pour le propriétaire. Propriétaire, ce sont les nouveaux responsables de la gestion de la fourniture des travaux. Et nous arrivons à la prochaine étape, le capitalisme. Ainsi, l'homme est censé être séparé de ses aspirations personnelles, car il a été guidé par une entité économique plus importante, plus probante, ayant ses propres objectifs, non celles de l'homme. Marx a appelé le processus de servitude des employés aliénation un processus dans lequel l'homme devient étranger au produit qu'il produit. Dans cette situation, il y a des contrastes constants entre l'employé et l'employeur, d'une manière qui rappelle les contrastes entre la classe ouvrière et la bourgeoisie. Nous sommes là dans un état dialectique. Mais la lutte de classe à classe n'est pas une lutte sans fin qui dure aussi longtemps que les êtres humains existent, soutiennent Marx et Engels, mais une lutte qui finalement, grâce au principe du changement et à l'opposition des contraires, conduira à une nouvelle situation qui se résoudra de par cette dialectique. Mais la lutte de classe à classe n'est pas une lutte, comme je l'ai dit, qui durera éternellement. L'opposition des contraires, je l'ai dit, nouvelle situation qui s'auto-résoudra, mais juste avant la solution, l'entreprise atteint sa plus grande polarisation entre les deux camps clairement opposés, ouvriers et propriétaires, comme les maîtres et serviteurs chez Hegel, ou prolétaires et capitalistes. Cela conduit finalement à la victoire des masses ouvrières qui créeront, selon Marx et Engels, la dictature du prolétariat. Celle-ci exprime le contrôle de ceux qui étaient auparavant censés être au pouvoir et caractérise le début de la phase socialiste. À ce stade, un processus d'expropriation de toute propriété privée du public commence, et la caste régnante, la bourgeoisie donc, disparaît progressivement, et avec elle les caractéristiques qui lui sont associées comme, selon Marx et Engels toujours, l'institution de la famille, qui est perçue par eux comme une institution maintenue par la bourgeoisie. La religion aussi, la nationalité, l'État disparaîtront, et nous avancerons vers la finalité de l'histoire, qui pour eux est une société sans classe. Là est la dernière étape, l'utopie finale, leur communisme. Voilà, nous avons essayé de nous ouvrir à la connaissance de certaines étapes de l'appréciation des mouvements de l'histoire chez l'homme, de différentes manières, chez Hegel, chez Marx, et la semaine prochaine, nous continuerons, plutôt nous terminerons ces 4 semaines sur la dialectique de l'histoire. Merci, shalom, shalom, bye bye.